tout ça? Depuis le début, ça vous a pas empêché de faire tout ce que vous vouliez? Parce que c'était bien ça aussi, de faire tout ce parcours au départ, de toucher à tout, d'aller dans la chimie, d'aller dans le commercial, de partir aux USA, de faire de la télé. Ça vous a à aucun moment, à vous, posé de problème? Alors pas du tout, je suis un très mauvais exemple. Il se trouve que déjà, j'aurais attaqué par la cuisine, j'aurais certainement plutôt à apporter à votre moulin dans la mesure où c'est vrai que les métiers manuels, quand il manque une main, en général les employeurs ont toujours un petit moment comme ça où ils se disent mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire ou pas? Et en même temps, vous avez prouvé dans l'émission de télévision qu'on arrive à des situations de compensation où on peut très bien se débrouiller. Alors je vais vous expliquer une chose, c'est que souvent quand j'interviens dans les entreprises, c'est ce que j'explique, c'est qu'il n'y a pas plus adaptable qu'une personne en situation de handicap, puisque en tant que personne handicapée, elle s'adapte à des conditions qui ont été créées pour des personnes valides. Donc ce qu'on peut faire déjà physiquement, forcément ça modifie un peu la manière dont on appréhende les choses intellectuellement parlant, puisque on essaye de mettre en place 2-3 petites choses pour faire en sorte que le handicap n'en soit pas un. Ambassadeur à GFIP, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir les jeunes qui sont handicapés pour leur dire il y a quand même des possibilités pour vous, ne soyez pas négatifs. Ça consiste à aller voir les entreprises pour dire un salarié handicapé n'est pas moins productif qu'un salarié moins performant, comme c'est le titre de la table ronde, qu'un salarié ordinaire. C'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai qu'au début, il a fallu rentrer dans le costume, c'est-à-dire que moi, je me tenais très très loin de tout ce qui avait trait au handicap. Alors, c'était pas un déni ou un refus, mais me sentant pas handicapé, je voyais pas trop l'intérêt de participer à ce genre de choses. Et puis, suite à mes passages télévisuels, j'ai eu pas mal de témoignages d'entourage de personnes en situation de handicap. Et là, je me suis dit qu'il y avait du boulot. Alors, non seulement parce que ces personnes étaient un peu déprimées, mais également parce que j'ai pu voir des choses. Alors, je n'ai pas la pire à ces gens-là, mais on me disait grâce à vous, on se rend compte que notre fils va pouvoir faire quelque chose dans sa vie. Je me dis, quand on évolue dans un milieu où déjà les gens qui vous connaissent le mieux ne vous donnent pas grande chance de réussite, c'est pas. On se construit soi-même et exactement. Pour miser sur quelque chose. C'est pas évident. Donc, moi, je vais trouver les jeunes ou moins jeunes à la recherche d'emploi qui sont en situation de handicap pour, en effet, souvent tenter d'insuffler une certaine énergie et parfois aussi pour leur mettre un petit coup de pied aux fesses parce qu'il y en a qui profitent un peu de leur situation de personnes en situation de handicap. Et puis les entreprises, alors pour échanger avec elles, moi je suis pas le père Fouettard, donc je viens plus constater ce qu'il y a de bien et tant que faire se peut, les conseiller c'est un bien grand mot, mais faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens et en effet insister lourdement sur cette notion de performance. Et ce que je leur dis, c'est pas rendre service à quelqu'un que de... Moi je suis pas très discrimination positive au départ, que de faire travailler une personne parce qu'elle est handicapée. C'est pour sa performance, sinon l'image de marque du travailleur handicapé en pâtit. En situation de handicap, la personne handicapée, elle n'avait pas forcément envie de révéler son handicap de peur d'être licenciée. Les choses ont évolué, maintenant c'est de peur de ne pas être promu. Ce qui n'est pas mieux, mais on progresse. Exactement, c'est une forme de progression. C'est une grosse partie du travail, c'est ce que j'explique d'ailleurs souvent aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils me disent nous on aimerait faire notre œuvre sociale et également pour employer le bon pourcentage de travailleurs en situation de handicap. Alors je leur explique déjà qu'un pourcentage c'est très bien, mais c'est la qualité d'intégration qui compte le plus. Et surtout ce que je leur dis c'est que parfois ils les ont déjà chez eux. Sur l'alternance, il y a eu des premières études mutualisées. On ne parle pas d'études communes encore, mais mutualisées. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, c'est une première étude qui a été menée à l'origine par Observia, donc l'Observatoire des industries alimentaires, et qui a ensuite été élargie au secteur de la coopération agricole également, avec donc l'Observatoire de la coopération agricole, parce qu'effectivement c'était un sujet qui est commun en fait au secteur. Et il était important qu'on puisse commencer à travailler dessus. Donc cette étude nous a permis en fait de commencer à travailler ensemble et avoir la pertinence en fait de travailler ensemble sur ces thèmes-là.
Et, ensemble, c'est donc les différents secteurs et les partenaires sociaux, oui, tout à fait. tous ensemble. J'allais y revenir, effectivement, c'est de manière paritaire et de manière multibranche. Voilà, sur des sujets qui sont donc prioritaires pour les partenaires sociaux, mais également pour le gouvernement. Donc voilà, donc effectivement, cette étude a démontré l'importance et l'intérêt et nous a donné la volonté de construire la plateforme des observatoires, qui était en fait le lieu où les observatoires pouvaient discuter ensemble et décider d'études à mener par la suite. Et donc, parmi les résultats, on a ce besoin de développer l'alternance de plus en plus pour intégrer des jeunes dans la filière. Tout à fait. En fait, l'étude alternance donc, a mis en exergue donc, des points d'amélioration ou des recommandations qui étaient effectivement définir les métiers stratégiques sensibles et définir les compétences clés nécessaires aux entreprises et pour déterminer en fait les certifications qui y sont rattachées. Ensuite, identifier les dispositifs de formation en alternance qui correspondent à ces formations à ces compétences clés. Bien sûr identifier les partenaires régionaux les plus efficients pour nous aider, renforcer la transversalité des CQP, notamment par le biais de leur modularisation, pardon, on l'a parlé tout à l'heure, et rendre effectivement accessibles les CQP par le biais de la VAE. Il y a le sujet du handicap aussi. Alors le handicap, ça a fait l'objet d'une étude également qui a été partagée par plusieurs secteurs assez rapidement. Les partenaires sociaux se sont appropriés ce premier diagnostic d'Observia et ont demandé rapidement un complément qualitatif et évidemment un élargissement au niveau du secteur. Puisque les partenaires sociaux avaient besoin de connaître les enjeux en matière d'emploi des personnes en situation de handicap et de définir également des objectifs à atteindre. Donc voilà. Et donc ça a été suivi par des outils? Oui, tout à fait. Donc effectivement, ça a donné lieu effectivement à un guide qui a été donc distribué à l'intention des entreprises et du salarié du secteur, qui s'appelle donc Des idées pour y arriver, qui est un guide en fait de bonne pratique. Christophe Martin en parlait dans le film, oui. Exactement, donc il en a déjà parlé et voilà. Ce guide sert à donner donc les bonnes pratiques pour développer le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors ce guide il est destiné aux chefs d'entreprise mais aussi aux représentants des salariés dans l'entreprise, que ce soit pour votre confédération, la CFTC, ou on en parlera avec Laurent Rescalière aussi bien sûr pour l'entreprise dans laquelle il est délégué syndical, mais il y a aussi des conventions qui ont été signées. Je pense à une convention qui a été signée justement avec la GFIP par le secteur alimentaire. Tout à fait. C'est une convention qui a été signée donc très récemment, donc en décembre dernier, par le biais d'Opcalim et qui met donc en place une offre de services pour les entreprises donc sur une offre de service donc pour le maintien et le recrutement des salariés en situation de handicap. Et 79 contrats d'apprentissage que vous avez pu signer pendant l'exercice de votre fonction de chef d'entreprise, ils sont devenus quoi? Des concurrents? Alors, il y en a déjà 5 qui sont dans mon entreprise. Si aujourd'hui je suis avec vous, c'est parce que j'en ai 5 qui travaillent à la maison à ma place. Enfin, à ma place ou tout au moins pour l'entreprise. J'en ai 5 qui sont installés. J'en ai aussi quelques-uns qui ont quitté le métier, il faut être honnête, on peut pas, et c'est une vraie problématique pour le secteur parce qu'on est demandeurs de compétences. Aujourd'hui, avec Hervé Benoît-Gironière qui est dans la salle, le président Crouzet, on s'était posé la question au printemps dernier pour savoir quels étaient les besoins de la boulangerie-pâtisserie. C'est environ 10 000 personnes. C'est environ 5 000 sur la partie... Aujourd'hui? Oui, sur la partie viennoiserie et 5 000 sur la vente en tant que vendeur, vendeuse, conseil et non pas serveur. C'est-à-dire qu'il faut conseiller le client et tout ça. Donc il y a des gens qui quittent la profession et ça c'est un vrai problème, y compris dans l'entreprise. Mais là où j'ai un peu de chance et un peu de réussite, c'est que comme je disais, j'ai un DIMA certes, donc un jeune qui est ce qu'on appelait dans le temps le pré-apprentissage, mais j'ai beaucoup de jeunes
Et j'essaye de prendre ceux-là qui ont un profil où ils n'ont pas eu trop de difficultés avec les études, ou même qui sont en reconversion. Dans mon entreprise, sur les 4, il y a 2 post-bac. C'est des jeunes, quand ils rentrent dans la profession, ils y restent. Le travail avec de tels outils produits par les observatoires, c'est quelque chose qui est devenu incontournable maintenant pour quelqu'un dans vos fonctions de direction RH? Oui, tout à fait. On a, et je réalisais notamment à l'aide que l'AGFIP a apportée dans ce type de projet. Lorsqu'on a voulu démarrer une réflexion et un plan d'action sur l'emploi des personnes handicapées, l'AGFIP nous a dit: vous ne précipitez pas, prenez un petit peu de temps, et on a commencé par une convention avec l'AGFIP. Et on a débroussaillé, on a appris le métier, ça va vous faire rire, on a mis en place un observatoire. Et ça nous a appris beaucoup de choses, puisqu'on a vu dans quel métier, quel handicap il y avait dans le groupe, dans quel métier, dans quel établissement, est-ce qu'il venait de l'extérieur, est-ce qu'il avait été généré par les conditions de travail, etc. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 ans de convention qu'on a pu construire notre plan d'action et ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux pour faire un accord. Et alors ça, cette partie création de la mission handicap, c'est le côté communication interne sur le handicap avant tout? Non, pas du tout. C'est le premier, dans nos accords, la première tête de chapitre, c'est-à-dire plus de la moitié du budget, va être consacrée au maintien dans l'emploi. Parce que c'était mon deuxième constat. Donc des aménagements? Évidemment, il y avait beaucoup de gens qui quittaient l'entreprise ou qui étaient licenciés pour inaptitude, et où il y avait une inadéquation entre nos conditions de travail et la situation des personnes. Et donc, effectivement, à partir de l'observatoire, à partir de l'identification des postes de travail, on a pu modifier un certain nombre de postes de travail et maintenir dans l'emploi des centaines de personnes. Et donc ça, le maintien dans l'emploi, 50%, plus de 50% du budget que vous aviez alloué à cela. Sur les actions qu'on a vues dans le groupe STEF tout à l'heure dans le film, vous savez, sur la sensibilisation, sur le fait de se confronter au handicap quand on est une personne ordinaire, etc. C'est des choses que vous avez mises en place aussi vous, à travers des défis, des actions dans les différents sites. Oui, je crois qu'un des principaux enjeux, c'est de faire changer le regard sur le handicap. Et c'est pas un hasard si vous avez commencé en faisant un témoignage extrêmement fort avec M. Cuilleron. Nous aussi, on utilise ces témoignages parce qu'ils touchent les gens et ils permettent après de construire des choses. On a les préventions que vous avez tous dans vos entreprises. Quand on dit un manager qui va embaucher une personne en situation de handicap, il y a forcément crainte, mais comment je vais tenir mes objectifs, ça va faire baisser la performance de la ligne, il y a toutes ces craintes-là. Donc il a fallu travailler beaucoup sur la formation et sur la communication et la sensibilisation. Et c'est là où ce projet est très très gratifiant, c'est comme vous voyez que le regard sur le handicap change dans l'entreprise. Vous travaillez en tout cas sur l'ensemble du groupe, et la question du handicap, c'est quelque chose qui vous intéresse à la fois avec votre casquette de représentant des salariés dans l'entreprise et la casquette d'Danone. Je suis très attaché à ce sujet, bien évidemment. Alors, je pense que tout doit partir déjà de notre fédération, la FGTAFO, qui fait un travail formidable aujourd'hui sur ce sujet, alors sur plusieurs sujets, mais celui-ci particulièrement. Et c'est vrai qu'elle a créé des journées de sensibilisation. Je prends un exemple, au mois de décembre, il y a eu une grosse journée avec l'ensemble des délégués de toutes les entreprises de notre fédération. Il y avait 200 participants. Donc si déjà la fédération souhaite que ce sujet avance, bien évidemment, ça permet d'inciter les délégués à négocier et à signer des accords sur ce sujet. Une grosse implication de la direction avec notre aide. Il y a eu de grosses sensibilisations qui ont été faites au niveau de l'encadrement et des élus d'entreprise. Et du coup, ça a abouti par des aménagements de postes, de l'investissement, bien évidemment, pour aménager les postes pour les salariés concernés. Et je pense que là, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve. C'est que si l'aménagement du poste n'était pas possible, dans le bassin d'emploi, Danone faisait en sorte de reclasser les salariés concernés.